est sur toutes les lèvres. Rima Hassan. Rima Hassan. Et l'annonce de sa candidature aux élections européennes sur la liste de Manon Aubry a déclenché des réactions enflammées. Et Rima Hassan. Elle a 31 ans, elle est juriste franco-palestinienne. Or, c'est une militante pro-palestinienne, connue et médiatisée. La jeune femme est née et a vécu pendant 10 ans dans un camp de réfugiés syriens avant d'arriver en France. Ça fait des années qu'elle visibilise dans les médias la cause palestinienne. Forbes France l'a même classée parmi les 40 femmes de l'année 2023, une nouvelle que l'animateur Arthur, issu d'une famille juive marocaine, a vivement critiquée. Il s'en était pris à elle en la taxant d'antisémite. D'accord. J'aimerais terminer avec cette question, parce qu'en fait, il y a un extrait de 9 secondes qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, Oui. où vous dites que le Hamas mène une action légitime, que vous ne Oui. croyez pas une solution à deux États. Et je trouve qu'il ne rend pas forcément service à votre raisonnement, que j'ai pu entendre dans d'autres émissions. Vous avez plus le temps de développer un peu mieux tous ces points-là. Pouvez-vous justement, là, maintenant, développer votre pensée pour que ce soit clair Bah oui. pour ceux pour qui ça ne le serait pas? Oui, mais alors déjà, il faut quand même dire que le format qui est vrai-faux, c'est pas moi qui le choisis. Les questions, c'est pas moi qui les choisis non plus. Donc, si vous voulez, il y a un moment où je compose avec le format qu'on me propose, en l'occurrence par le média Le Crayon, et je découvre aussi les questions au moment où on me les pose. Donc là, ce qui est en jeu pour moi, parce qu'encore une fois, je parle en tant que juriste, ce qui est en jeu en jeu pour moi, c'est vraiment d'avoir un raisonnement sur ces questions qui soient quand même un peu plus complexes et pas des positions qui soient simplement idéologiques qu'on voit déjà par ailleurs tous les jours. Donc s'agissant du Hamas, ce qui est assez drôle quand même, c'est que on a coupé sciemment de cette interview l'extrait où on me demande la qualification du Hamas. Et là, je me suis déjà exprimée plein de fois. Du point de vue de là où on parle, on est en France, en Europe, le Hamas est un groupe terroriste. Et on ne peut pas analyser la question si on ne part pas de ce positionnement-là qui est en France. Donc déjà, dire que ce passage-là a été coupé, puisque ça ne sert pas celles et ceux qui martèlent actuellement de mettre que j'ai répondu à la qualification du groupe de Hamas. L'autre point, c'est que du point de vue du droit international, donc je persiste et signe, mais ça a été rappelé par Ronnie Broman, par Agnès Levallois, des chercheurs quand même pointus sur ce sujet ou des experts sur ce sujet. Il y a une différence en droit international entre la légitimité pour un groupe armé d'exister ou d'opérer et la légalité ou l'illégalité de ces modes opératoires. Donc, c'est-à-dire concrètement que dans le contexte qui est celui des Palestiniens, c'est-à-dire une lutte d'indépendance, de libération qui est vieille de 75 ans, le droit international consacre la possibilité, la légitimité même, pour que cette lutte se fasse de manière armée. Il y a une différence entre donc cette légitimité pour des groupes armés d'exister, et par ailleurs, le Hamas, ce n'est pas qu'un groupe armé, il y a plusieurs branches dans le Hamas. Donc quand on dit la légitimité, si vous voulez, il y a 1000 choses à développer. Le Hamas est là depuis des dizaines d'années, il a été élu, il y a eu un rejet de cette élection par plusieurs pays, on peut le justifier, on peut le développer, donc c'est plus complexe qu'un positionnement qui serait idéologique, qui serait noir ou blanc. Donc pour moi, j'ai eu l'occasion de l'exprimer, je persiste et signe, c'est ce que dit le droit international. Pour le Hamas, mais comme pour d'autres groupes et pour d'autres pays d'ailleurs et d'autres réalités, l'existence même d'un groupe en tant que tel qui serait armé ou d'un groupe politique qui serait dans une logique de lutte armée est consacrée par le droit international. Néanmoins, la manière dont il va opérer, ça tombe sous le coup des lois internationales. Et c'est exactement ce que je dis dans l'interview qui dure 1h30, où je dis que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre peut être caractérisé de différentes manières, puisque ce sont des actions qui tombent sous le coup des lois internationales, en crimes de guerre, en crimes contre l'humanité et en attaques terroristes. Et tout cet extrait-là est complètement, si vous voulez, est pas diffusé. Et donc, on s'arrête sur cette question de la légitimité. Et d'ailleurs, la question qu'il me posait, je termine là-dessus, elle ne porte pas sur les 7 octobre. Elle porte sur la légitimité à un groupe armé comme le Hamas d'opérer. Et oui, je veux dire, en tant que dans le droit international, encore une fois, il y a une distinction vraiment pour les gens qui nous écoutent, c'est très important. Il y a une distinction à faire
entre l'existence même d'un parti ou d'un groupe et la manière dont il va opérer. Je prends l'exemple de Tsahal, l'armée israélienne. On peut considérer que l'armée israélienne est légitime d'exister pour un État qui est reconnu. Par contre, les actions que l'armée va opérer peut relever là actuellement de crimes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Mais disons, c'est la même chose pour un peuple qui n'a pas d'État dans la transposition qu'il y a à faire avec un groupe armé. Très bien, je vous remercie beaucoup, Rima Hassan, d'avoir répondu à nos questions et d'être venue sur le média. La logique des fins et des moyens, parce que ça peut paraître un peu trop juridique ou philosophique. C'est la fin justifie les moyens, pour résumer ça. Et la fin justifie les moyens, c'est indépendamment du rapport de domination, parce que c'est vrai, on dit, oui, mais il y a le rapport de domination. Mais indépendamment du rapport de domination, ce sont les modalités de la violence et de l'exécution du pouvoir à un moment donné, à un temps T. L'État israélien, aujourd'hui, justifie ces bombardements sur Gaza et un acte qui pourra éventuellement être qualifié de génocidaire par le simple fait qu'il y a des militants du Hamas à poursuivre, sauf que pendant ce temps, on tue des civils indistinctement. Et donc, c'est la logique des fins et des moyens. De la même manière, et ça va peut-être évidemment faire débat, de mettre sur le même plan les modalités de la violence. Et c'est toute la différence. Les modalités de la violence, ce n'est pas le rapport de domination qui subsiste. Mais lorsque le Hamas, les militants du Hamas vont arriver le 7 octobre et vont viser, tuer, éventrer, quelquefois violer des civils israéliens, ils le font également au nom de la logique des moyens et des fins. La fin justifie les moyens, nous devons sortir de notre occupation. Et là encore, c'est cette logique qui crée la violence, qui justifie l'acte de vengeance et sur lequel on doit travailler dans le cadre d'une éthique autant aussi surannée que peut paraître le terme éthique. Mais dans cette situation. Il y a plein de choses dans ce livre qui est très riche et on ne pourra pas tout évoquer. Non. Il y a notamment comment vous vous défaisez du sionisme. Il y a quelque chose de très émouvant de vos discussions avec un Palestinien les jours de Shabbat et où vous découvrez, alors que vous êtes en Israël pour faire des études et que vous, pendant l'été, vous découvrez la situation de sous-citoyenneté, de discrimination et que tout d'un coup quelque chose s'effondre, vous le dites, et c'est très, très, très fort. Mais je voudrais qu'on termine en disant ce qui est pour moi vraiment le gros message, le fort message de votre livre. Vous dites à la fin, j'ai un problème avec un mot, un verbe, appartenir. Et vous mettez en cause cette idée, au fond, de l'assignation à résidence. Hein. Est-ce que tu es de ce côté-là, dans ce cas-là, tu n'es plus avec nous, tu es de ce côté-là, tu n'es plus avec nous, alors qu'on peut peut-être parfois mêler, stratifier les identités. Je n'appartiens ni à une identité, ni à une culture, ni à une religion. C'est mon identité, ma culture, ma religion qui m'appartiennent. Je n'appartiens pas plus à une société ou une communauté. Je fais société ou communauté. Comment envisager le droit à l'émancipation, à la liberté, qui ne peut aller qu'avec l'égalité, selon cette approche dans laquelle une identité politique doit l'emporter sur ses autres identités sans imbrication possible. C'est ça votre message, j'allais dire, universaliste, qui vous amène à dire que le judaïsme, message aussi à la communauté juive, sera décolonial ou ne sera pas. Oui, ça va faire hurler dans certaines chaumières. Mais oui, je le pense profondément. Mais décolonial au sens propre et au sens métaphorique du terme. Décoloniser notre esprit, et revenir à l'essence, aux essences, parce qu'il y en a plusieurs, du message du judaïsme. Il y en a deux. Il y a évidemment le message universel, celui
que nous portons depuis la Bible et que j'ai intégré moi en tant qu'enfant en apprenant la Bible et les préceptes, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que avant même d'être un principe kantien, ou en tout cas se rapprochant de cela, ou de se retrouver dans les évangiles, c'était dans les commandements divins du judaïsme, celui de l'absence d'appartenance de la terre à l'homme. C'est dans le judaïsme. Le jubilé, le yovel, la terre n'appartient pas à l'homme et revient à Dieu. Autant aussi, même combien même ne croyons-on pas à Dieu. En tout cas, la terre n'appartient pas à l'homme. Elle appartient à la communauté humaine. Et ça, ce sont des messages du judaïsme. Et moi, la question que je pose, c'est pourquoi ces messages fondamentaux, essentiels, premiers, du judaïsme, ceux que moi j'ai intégrés, ceux que j'ai retenus, parce qu'il y a d'autres messages qui forcément ne sont pas forcément aussi beaux, mais ceux que j'ai sélectionnés pour pouvoir faire résonner mes identités, pourquoi est-ce que on les a oubliés notamment en Israël, qui se veut, et c'est déjà discutable en soi, l'État juif par excellence, comment est-ce qu'on a pu oublier ces messages fondamentaux et essentiels du judaïsme, quitte à les violer, et on ne viole pas que la loi. On ne viole pas que les résolutions de l'ONU depuis 1948, toutes les résolutions de l'ONU qui s'appliquent à la situation et aux droits. On viole la loi juive. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réinterroger. Parce que si on doit avoir un cadre de réflexion qui est celui de la loi juive, eh ben d'abord commençons par celui-ci. Et derrière, d'où ce mot décolonial, il y a le poison du colonialisme, à partir du moment où on rentre dans une logique où un peuple en opprime un autre, lui-même n'est plus libre. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur des mots. Je vois beaucoup d'amis juifs qui ont peur des mots État colonial. Le sionisme, c'est plusieurs choses. Et il faut revenir aussi aux définitions du sionisme. Le sionisme, c'est évidemment un mouvement d'autodétermination nationaliste, qui consiste à vouloir un endroit pour les Juifs qui ont été opprimés toute leur vie. Ce sont des damnés de la terre au XIXe siècle, les Juifs, à travers le monde, qui subissent des pogroms en Russie, en Pologne et ailleurs, et en France pendant toute leur histoire, qui portent la rouelle, qui sont discriminés, qui sont des sous-hommes, évidemment. Mais c'est aussi un mouvement de colonisation, de peuplement. Et il porte, pour certaines paroles, notamment celle de Théodore Herzl, il porte des paroles de l'impérialisme de l'époque. C'est l'époque de l'impérialisme et de la colonisation, celle qui consiste à apporter aux barbares la civilisation. Et il faut reconnaître ces deux choses. Et ce qui fait la particularité du sionisme, pour le comprendre dans son cœur, c'est qu'il est paradoxal, dans la mesure où il est à la fois un mouvement d'autodétermination et un mouvement de colonisation, de peuplement. Et c'est pour ça qu'il est plus compliqué que les autres mouvements coloniaux et qu'il faut qu'il soit appréhendé à la fois par ceux qui militent pour le peuple palestinien et pour leur autodétermination, quelles qu'en soient les modalités, mais également par ceux de la communauté juive qui considèrent que le sionisme est devenu le cœur du judaïsme. Non, il n'est pas devenu le cœur du judaïsme. Il fait aussi partie du judaïsme français. Mais c'est deux choses radicalement différentes. La Haggadah nous dit que la liberté est consubstantielle à l'égalité de tous et de toutes. Des Égyptiens à l'égard des Hébreux, des Israéliens juifs à l'égard des Israéliens arabes et à l'égard des Palestiniens. Merci Ari Halimi. Merci Louis. Georges Ibrahim Abdallah est né à Kobayat dans le nord du Liban le 2 avril 1951. L'affirmation de la révolution palestinienne sur la scène régionale et locale a démultiplié la portée des luttes sociales au début des années 70 au Liban. Cette réalité a construit la conscience politique de Abdallah et déterminé son engagement dans le Front populaire de libération de la Palestine. Les invasions de 1978 et de 1982 furent perpétrées avec la complicité active des puissances occidentales. En réaction, des combattants libanais et arabes allèrent porter la guerre contre le sionisme et l'impérialisme dans le monde. Ce fut le cas des fractions armées révolutionnaires libanaises, dont les principales actions furent l'exécution du colonel Charles Ray
l'attaché militaire américain à Paris le 18 janvier 1982, et celle de Yakov Barsimantov, le responsable du Mossad en France, abattu par une jeune femme à Paris le 3 avril 1982. Georges est condamné à la perpétuité en mars 1987 par un tribunal spécial pouvant prononcer ses verdicts sur base des données fournies par les services secrets sans avoir recours aux preuves juridiques ou aux témoins. Son pays était occupé. À son procès, il a refusé de répondre en disant « Vous êtes complice de ceux qui ont envahi mon pays ». Il a été condamné à la prison à vie. Mais, en France, la prison à vie, dans son cas, c'est 15 ans. Et au bout de 15 ans, il a droit à demander une liberté conditionnelle. Certainement, camarades, c'est toujours en assumant la solidarité avec les luttes des masses populaires que l'on apporte la solidarité la plus significative aux prisonniers révolutionnaires, à bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et leurs complices réactionnaires arabes. Honneur aux martyrs et au peuple en lutte, ensemble, camarades, nous vaincrons. À vous tous, mes plus chaleureuses salutations. Georges. C'est le 25 ou 30 fois, ça commence à être un jour. Et en plus, ils sont quand même. Ils sont pointus. Ah oui, voilà. Là, ils disent qu'il y a aussi le point de vue. Elle s'est retirée de l'hôpital Al-Shifa qu'elle avait envahi 2 semaines auparavant. 2 semaines pendant lesquelles les images et les informations parvenues du plus grand hôpital de Gaza glaçaient le sang. Explosions, incendies, tirs, arrestations, disparitions. Après ce retrait, l'horreur envahit celles et ceux qui veulent bien regarder. Plus de 300 femmes, enfants et hommes massacrés. Beaucoup exécutés les mains attachées, certains écrasés par des chars, brûlés ou coupés en morceaux par des missiles, des restes squelettiques et des morceaux humains partout en décomposition. Ces scènes atroces nous parviennent, filmées par des témoins, des récits glaçants. Les crimes de l'armée israélienne dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. Elle a assiégé, terrorisé et affamé le personnel et les patients pendant 11 jours, jusqu'à ce que des asticots apparaissent sur les blessures de certains. Parmi les cadavres, celui du docteur Ahmad Al-Makadma et sa mère. Le dernier contact avec eux datait de 4 jours auparavant. Parallèlement aux opérations à l'intérieur de l'hôpital, opérations entre guillemets, Israël finissait de détruire méthodiquement tout le quartier alentour, massacrant les habitants, famille après famille, sous les bombes, arrêtant les civils sans discrimination, jusqu'à une femme de 94 ans dont plus personne n'a de nouvelles. Des personnes sommées de fuir pour avoir la vie sauve, pour être ensuite
tirés comme des lapins. Et Israël affirme qu'aucun civil n'a été tué. Pendant ce temps-là, la famine gagne de plus en plus. Tous les voyants sont au rouge. À Gaza, on ne meurt plus seulement sous les bombes ou de défaut de soins, on meurt de faim. Et pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais par la volonté d'Israël qui a programmé depuis 6 mois la famine à Gaza. Malgré l'obligation rappelée fin mars à Israël par la Cour internationale de justice de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire, les camions sont toujours bloqués. Malgré le cessez-le-feu immédiat imposé par le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, qui permettrait leur acheminement, Israël continue les bombardements. Le lendemain de l'évacuation de l'hôpital Al-Shifa, Israël assassinait 7 travailleurs humanitaires de l'organisation World Central Kitchen en visant méthodiquement, l'un après l'autre, leurs 3 véhicules. C'est bien leur présence dans le nord de la bande de Gaza pour tenter de contrer la famine qu'Israël veut interdire. Opération réussie, ils se sont retirés. Le fait que ces travailleurs humanitaires soient occidentaux a suscité une indignation et condamnation internationale unanime. Il faut rappeler que 189 personnels humanitaires, dont 175 membres des agences de l'ONU, ont déjà été victimes des crimes de guerre à Gaza. Le même jour, Israël a bombardé une ambassade d'un pays tiers, faisant 11 morts. Israël franchit toutes les lignes rouges les unes après les autres, sans que personne ne l'arrête. Toujours l'impunité la plus totale. Les États-Unis continuent de lui fournir des armes. Quant à la France, écoutons Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, à qui la question des sanctions a été posée. Je cite, « Le temps n'est pas venu des sanctions, le temps est venu de poursuivre le dialogue. » Comme si le dialogue avec des criminels de cet acabit avait la moindre chance d'aboutir. La présidente de l'Assemblée nationale sait pourtant parfaitement que la France a l'obligation d'agir pour que les ordonnances de la Cour internationale de justice soient appliquées, d'agir pour que le génocide en cours soit arrêté. Seules les sanctions pourront avoir un effet sur Israël. Suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, embargo militaire, rupture des relations diplomatiques graduées prévues. La vie des Palestiniens a-t-elle si peu d'importance? Comment cette complicité, de fait, peut-elle être assumée avec autant de désinvolture? Bureau national de la FPS, 3 avril 2024. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Simplement une date anniversaire. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire du génocide au Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont été massacrées, assassinées. Et simplement pour faire un parallèle, car aujourd'hui, on commence à s'apercevoir ce qu'on savait déjà tous, nous les militants, que l'État français est impliqué dans ce génocide, et impliqué pour la bonne et simple raison qu'il aurait pu l'arrêter et qu'il ne l'a pas fait. Voilà, le parallèle me semble évident. Je ne sais rien, j'aurais tendance à hésiter, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est aller place Cassin et relire, et redire, et reparler, et voilà, écouter de la musique, enfin bon, occuper la place. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr. Bon bah allons-y alors. Ah bah oui, on va scander. Oui, il manque plus que ça, oui. Vous avez assez.
Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Ligue arabe, complice. Occident, complice. Occident, complice. Israël, assassin. Israël, assassin. Ligue arabe, complice. Ligue arabe, Israël, assassine. Les enfants de Palestine. Israël, assassine. Les enfants de Palestine. Israël, assassine. Les enfants de Palestine. Israël, assassine les enfants de Palestine. Israël, assassine les enfants de Palestine. Israël, assassine les enfants de Palestine. De Gaza, enfants de Palestine, l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, État d'Israël, État colonial, État criminel, 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 Israël, assassin, Israël, assassin, Occident, complice, Occident, complice, Ligue arabe, complice, Ligue arabe, complice, Israël, assassin, Israël, assassin, Occident, complice, Occident, complice, Ligue arabe, complice, Ligue arabe, complice, Israël, assassin, Israël, assassin, Ligue arabe, complice, Ligue arabe, Gaza, on est tous avec toi, Gaza, Gaza, on n'oublie pas, Gaza, Gaza, on est tous avec toi, Gaza, Gaza, on t'oublie pas, Gaza, Gaza, on est tous avec toi, Gaza, Gaza, on t'oublie pas, Gaza, Gaza, on est tous avec toi, Gaza, Gaza, on t'oublie. Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel. Avec toi, Gaza, Gaza, Planoise est avec toi, Gaza, Gaza, Planoise est avec toi, Gaza, 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 Allahu Akbar, Gaza, Gaza, Planoise est avec toi, Gaza, Gaza, Planoise est avec toi, Gaza, 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 Palestine, derrière Gaza.
تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين بيبا بيبا بالستينا بيبا بيبا بالستينا بيبا بيبا بالستينا بيبا بيبا بالستينا فري فري بالستين فري فري بالستين فري فري بالستين فري فري بالستين حيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين بيبا بيبا بالستينا ما تدعي لفلسطينية وانت بالشارع تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين بيبا بيبا بالستينا بيبا بيبا بالستينا vive vive la Palestine vive vive la Palestine vive vive la Palestine. Le bombardement continue. Continue. Encore plus de morts. Ce criminel de guerre qui est Netanyahou n'est pas encore rassasié. Encore plus de sang, tel un vampire, entouré de ministres qui ne cachent pas leurs idées fascistes. N'est-ce pas au début de la guerre qu'ils ont traité les Palestiniens d'animaux? Il s'agit bien vraiment d'un projet d'extermination. Et ce projet, il faut le savoir, c'est depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Parce qu'on essaye, tous les médias, je parle des grands médias, donc veulent nous faire croire que la guerre a commencé le 7 octobre 2023. Non, la guerre a commencé avec la spoliation de la terre des Palestiniens et l'exil forcé. C'est en 1948. Depuis 1948, les exactions commises par l'État d'Israël sont condamnées. Mais rien n'y fait, il s'agit d'un État très puissant, très puissant. Juste pour rappel, en 1975, le sionisme était considéré, et je cite, c'est pas, vous pouvez aller vérifier, par la résolution 3379, vous vérifiez, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui qualifie le sionisme de racisme et de discrimination raciale. Mais il a fallu, en 1991, cette résolution, bien sûr, sous la pression des lobbies puissants d'Israël, et notamment aux États-Unis, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'AIPAC. L'AIPAC, c'est un lobby très puissant qui exerce une influence terrible sur la politique étrangère américaine. Et ça, vous pouvez aller vous renseigner et vous allez avoir des informations complémentaires. Et sous la pression de ce lobby, en 1991, cette résolution 3379 a été révoquée. Révoquée sous cette pression. Donc, bien sûr, en 1991, alors qu'Israël continue les exactions, les viols sous nos yeux, heureusement que les réseaux sociaux existent, parce que les grands médias n'en parlent pas. Vous l'avez certainement remarqué. Et j'attire votre attention sur le silence strident. Il est tellement strident des intellectuels. Des intellectuels qui pratiquent l'indignation sélective. L'indignation sélective par rapport au drame. Comment peut-on imaginer un instant la fiabilité du discours quand on a deux conflits qui sont concomitants, la Russie avec l'Ukraine et Israël avec les Palestiniens. D'un côté, on finance et on soutient le peuple ukrainien, et de l'autre côté, c'est-à-dire l'agressé face à l'agresseur qui est la Russie, et de l'autre côté, on soutient l'agresseur face à l'agressé. À vous de voir la logique. La logique de... C'est quand même terrible. Donc, oui, voilà, il y a un intellectuel, je ne vais pas vous le décrire, à la chemise blanche,
qui est sorti récemment, et bien sûr pour vendre un livre dans lequel il légitime les crimes commis par Israël. C'est BHL. D'accord? Donc il est invité partout dans les médias, et bien sûr, à chaque fois, il s'agit d'un bid, un échec commercial. Quoi qu'il fasse, malgré le soutien constant des médias, rien ne marche. Le succès commercial, le livre, il s'appelle, c'est ma mémoire est bonne, La solitude d'Israël. Donc, oui, en fait, c'est un livre pour assurer le service après-vente du génocide commis par l'État d'Israël. Voilà. Personne ne veut lire. La complicité de l'État français, je voudrais lire un texte du collectif Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah. Les camarades sont actuellement devant la prison de Lannemezan, près de Toulouse. Oui. Donc la Palestine, son combat de toute une vie. Il y a dans les prisons françaises depuis près de 40 ans un résistant à l'impérialisme, au sionisme, à la colonisation. Près de 40 ans sans jamais renier son engagement pour une Palestine libre. Il s'appelle Georges Abdallah. Et il est de nos luttes, et nous sommes de son combat. Un combat qu'il poursuit inlassablement, courageusement, par des déclarations politiques de soutien, par des grèves de la faim solidaires et par une résistance quotidienne à l'enfermement, alors qu'il est libérable depuis 1999, en France. L'identité politique de Georges Abdallah reste inchangée, celle d'un révolutionnaire, communiste, internationaliste. Georges Abdallah est en prison pour le combat politique qui a été le sien, pour ses positions et ses idéaux qu'il n'a eu de cesse de proclamer et de ne jamais renier. C'est pour ses idées d'émancipation que Georges Abdallah s'est engagé dans la lutte. C'est pour ses idées et sa résistance qu'il est encore détenu aujourd'hui. C'est pour ses idées et son combat révolutionnaire que nous le soutenons et que nous exigeons sa libération. Pour la victoire ou la victoire. La Palestine vit, vivra et vaincra. Libérez Georges Abdallah. La manifestation d'octobre. La manifestation d'octobre qui réunit les militants pour sa libération tous les ans a été empêchée, entre guillemets, en 2023, donc en octobre dernier, de se dérouler dans les conditions pourtant préparées de longue date par des militants de France et d'ailleurs. Cette année, alors que Georges Abdallah aura passé le 2 avril son 72e anniversaire en prison, alors qu'une demande, une 10e demande de libération-expulsion vers le Liban, sa patrie d'origine, a été posée le 8 juin dernier, alors qu'il est dans une 40e année d'enfermement, nous viendrons, donc c'est aujourd'hui, le 6 avril, une 14e fois devant la prison pour exiger sa libération et crier haut et fort « Georges Abdallah, tes camarades sont là !» On peut aussi avoir évidemment une pensée pour les victimes de Cisjordanie. On atteint le nombre hallucinant de plus de 750 morts, assassinés majoritairement par les colons qui occupent la Cisjordanie, mais aussi bien sûr par l'armée israélienne qui régulièrement et de manière incessante entre dans les camps de réfugiés, assassine, fait sauter les maisons, que dire de toutes les horreurs qu'elle commet au quotidien. Et tire sur les femmes enceintes aussi. Tue les femmes enceintes, bien sûr. Ouais. Elle assassine sans discrimination aucune, au prétexte que les camps sont des refuges pour les résistants, la résistance armée. Comme si il était totalement normal que une résistance armée soit éliminée tout simplement de la planète, sans aucun jugement, sans aucun procès, sans aucune forme de justice démocratique. Comment ne pas comparer ces pratiques à celles qui ont consisté entre 1940 et 1945 à l'élimination des résistants
français et étrangers dans notre pays par l'armée nazie, l'armée d'occupation. Comment ne pas faire ce parallèle? De Besançon, les quartiers populaires. Alors le problème, c'est que on sait par expérience que délocaliser une manifestation sans préparation, sans avoir des gens sur le quartier qui y travaillent pour que ce soit un succès, ça risque de faire considérablement baisser le nombre de participants. Ici, ça a marché parce qu'il y a d'abord des manifestants qui viennent de Planoise. Parmi nous, il y en a beaucoup. Et il y en a qui sont impliqués dans des associations, dans le collectif BDS, boycott des investissements sanctions en particulier. Vous voulez dire un mot peut-être, Marco ? De réfléchir à ça pour que les autres fois on puisse éventuellement envisager une manifestation dans un autre quartier ou de nouveau à Planoise. Voilà, merci. Le nom l'indique, des mineurs, migrants, seuls, qui sont sans famille ici. Et donc la fête de Solmiré, ça commence l'après-midi à 14h30 et ça dure jusqu'à minuit. Ça se tient dans la salle de spectacle qui s'appelle le Cénacle, rue de la Vieille Monnaie. Donc on pourrait imaginer que la manifestation de 14h manifeste par là. Voilà. On pourrait changer un tout petit peu de parcours. Et puis qu'ensuite, les manifestants viennent à la fête de Solmiré. Voilà, tout à fait, bonne idée. Je voulais juste appuyer sur un point. Donc les manifestations, c'est important. Mais à long terme, il faut vraiment s'investir sur le plan du boycott. Donc on a entamé une série de boycotts tous les 15 jours devant Carrefour, Valentin et Chalzeul. Donc ça se passe les samedis matins. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées à venir manifester avec le collectif élargi, n'hésitez pas à venir me voir. Donc c'est normalement à 10h30. Oui. C'est samedi matin à 10h30. Donc ce samedi-là, ça sera à Carrefour Chalzeul, 10h30. Et effectivement, il y a McDo qui est en face, donc on fera un petit bout devant Carrefour et une partie devant McDo. Parce qu'on a appris récemment, d'ailleurs, aux informations que McDo a racheté tous les restaurants franchisés en Israël. Donc voilà, le boycott a son ampleur. Aujourd'hui, ce combat qu'on est en train de mener face à l'injustice, il faut absolument le perdurer dans le temps. Et ce sera une sanction économique qui fera reculer Israël et rien d'autre. Voilà. Samedi prochain, à l'Esplanade des droits de l'homme. Oui, je vais te passer le micro. Et donc à 14h, à l'Esplanade des droits humains, d'ailleurs, c'est mieux. Et ça sera confirmé quand même par le collectif Palestine qui se réunit lundi soir. C'est le collectif élargi qui a la légitimité pour décider des actions. Donc c'est une piste, mais on peut considérer que ça sera quand même confirmé, a priori, ou infirmé, on ne sait jamais, lundi. Voilà, je te passe la parole. Bon, je vais lire un poème magnifique de Samir Al-Qassim, palestinien. Voilà. Je résisterai. Je résisterai. Je perdrai peut-être, si tu le désires, ma subsistance. Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas. Je travaillerai peut-être à la carrière comme porte-fée balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nu et affamé, mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison.
Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres, tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres, tu jetteras peut-être mon corps aux chiens, tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur, mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie. Tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère. Tu falsifieras peut-être mon histoire. Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis. Tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs. Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas. Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Bravo. Donc, il y a une dernière proposition qui consisterait à faire 50 mètres. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. C'est la loi de l'existence. 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 Résistance. Résistance. C'est la loi de l'existence.